Donc on passe à la communication suivante et j'invite professeur Aubain donc à venir donc nous parler des démarches diagnostiques devant une dyspepsie. Donc professeur Aubain. Donc, merci, Monsieur le Président. Merci. Donc, à mon tour de remercier les membres du Forum des médecins pour l'organisation de leur congrès. Je tiens à les féliciter. Je tiens surtout à saluer cette idée de partenariat entre les différentes sociétés savantes et en particulier avec la SMAD dont on fait partie. Donc, je vous remercie. Alors, donc, on m'a demandé de traiter la démarche diagnostique devant une dyspepsie. Donc, on a tous en tête ce patient ou patiente qui a plus ou moins 40 ans, qui a consulté pour des douleurs épigastriques, souvent qui vont s'accompagner d'une... Le patient décrit cette sensation de digestion lente qui est parfois laborieuse. Il décrit une plénitude postprandiale et des nausées. Ce patient ne vomit pratiquement jamais. Il se sent mieux l'estomac vide. C'est les patients qui vous disent en termes courants « L'examen clinique chez ce patient, il est plutôt frustrant chez nous puisque c'est un examen qui est normal. On ne retrouve rien devant ces plaintes qui sont importantes et gênantes. C'est souvent une petite sensibilité épigastrique. Et là, on a devant nous ce patient qui aimerait tout d'abord comprendre ce qu'il a et qui a surtout peur, est-ce que c'est un cancer? Et parallèlement, il veut être soulagé, il veut trouver ce médicament qui va faire disparaître ces maux. Donc c'est ce type de consultant que vous avez tous en tête, de qui on va parler aujourd'hui. Effectivement, ce syndrome de dyspepsie, il est chronique, il est complexe, il est hétérogène, il est multifactoriel et il est polymorphe. Sa prise en charge, elle entraîne un coût non négligeable et du coup, c'est en termes de consultation, en termes d'altération de la qualité de vie, tout ça en fait une pathologie qui constitue un problème de santé publique, d'autant plus que d'une part, on a des avancées très importantes en termes de compréhension de la physiopathe et de l'autre côté, on a un développement thérapeutique qui ne suit pas puisque les moyens dont on dispose sont relativement limités et même ceux dont on dispose sont parfois controversés et ils sont souvent inefficaces. Donc c'est pour ça que, pour traiter cette question, moi, je me suis défini ces objectifs-là. On essaye de connaître déjà ce que c'est que cette dyspepsie, d'en distinguer les différentes formes et d'en planifier une stratégie d'investigation. Donc la démarche diagnostique qui m'a été demandée, vous voyez que je n'aborderai pas tous les chapitres thérapeutiques puisque ça ne fait pas partie de ma communication. Donc notre plan va être le suivant. Et donc, pour définir cette dyspepsie, quand on voit dans le dictionnaire, le terme dyspepsie veut tout simplement dire difficulté à digérer. C'est très vague pour un médecin de détecter ce que c'est qu'une difficulté à digérer. Ce qui est important à savoir, c'est que tout d'abord, c'est un ensemble de symptômes qui orientent vers le haut appareil, donc la partie haute du tube digestif. C'est un ensemble de symptômes qui commence par la douleur, les brûlures épigastriques, et je mets un petit tiret sur ces brûlures épigastriques parce que ça a créé au début de l'identification de la dyspepsie une petite confusion avec le RGO et qu'actuellement elle a été bien distinguée en fonction des critères qu'on va voir par la suite. C'est aussi la plénitude postprandiale qui est souvent gênante et qui souvent amène le patient à arrêter ou à limiter ses apports alimentaires. C'est un ballonnement qui est de localisation épigastrique, la pesanteur postprandiale, la satiété, les nausées et les éructations. Donc on est tous d'accord que ce sont des symptômes qui ne sont pas spécifiques. Ce n'est pas une colique hépatique ou une colique néphrétique, ce n'est pas une douleur des épigastralgies de type pancréatique, c'est un ensemble de symptômes qui restent non spécifiques. C'est des symptômes qui sont souvent multiples, intriqués et fluctuants chez le même malade. Le patient ne va pas venir que pour un ballonnement. Souvent, des fois, il a un ballonnement, parfois une douleur, et il y a cette absence de corrélation entre ce qui est clinique et ce qui est fonctionnel. Donc, ce qui impose cette démarche diagnostique qui doit être bien codifiée. Un petit mot sur l'épidémiologie. Donc, au départ, on disait que la prévalence, elle variait entre 10 et 40%. C'est un grand intervalle. C'est juste parce que les critères qui sont utilisés dans les différentes études varient en fonction du temps. Donc, quand, par exemple, on incluait aussi le RGO, on était plutôt proche des 40%.
plus on affine nos critères diagnostiques, plus la prévalence actuellement tend vers la baisse. On est plutôt entre les 10 et 20% de la population générale. Mais ce qui est important, c'est que c'est une maladie qui va durer dans le temps, puisque après un an de diagnostic, beaucoup plus de la moitié des patients qu'on a diagnostiqués vont se plaindre toujours. Et chaque année, on va avoir entre 3 à 6 nouveaux cas qui vont être diagnostiqués par 100 habitants. Donc, à tel point qu'on dit que 1% de la population va rapporter au moins un épisode par an, ce qui en fait que 25% donc, de toutes ces personnes qui se plaignent de dyspepsie vont consulter, et ça représente en termes de consultation d'un médecin généraliste, 5% de toute sa consultation, c'est de la dyspepsie. Donc c'est un syndrome qui reste très fréquent. Alors, en pratique, il faut d'abord commencer par distinguer les deux grandes entités de dyspepsie. D'une part, nous avons ce qu'on appelle la dyspepsie secondaire ou organique, qui, elle, représente le 1/3 de nos patients. Les 2 autres tiers, et donc le plus grand nombre des patients, ça est représenté par la dyspepsie fonctionnelle. Alors, dans la dyspepsie organique ou secondaire, c'est souvent un syndrome dyspepsique qui peut être dû soit à des lésions du tractus digestif, qui sont de gravité différente et on verra lesquelles, soit à une prise médicamenteuse, et là on verra les différentes familles qui peuvent être responsables de dyspepsie, soit à l'évolution d'une maladie systémique, en essayant de faire la part entre plusieurs symptômes qui peuvent être secondaires à cette prise médicamenteuse. Donc ça, c'est une liste, je sais qu'elle est très longue, elle n'est pas exhaustive, mais moi j'ai souligné que les principales lésions digestives qui peuvent donner un syndrome dyspepsique organique et secondaire, c'est d'abord la maladie ulcéreuse, qu'elle soit gastrique ou duodénale. C'est aussi les cancers gastriques et ou œsophagiens. Alors j'ai mis en vert les œsophagites peptiques, qu'elles soient associées ou non à une hernie hiatale, pour tout simplement signaler qu'à cette étape, il faut faire la distinction entre les signes du reflux gastro-œsophagien, qui lui ne fait plus partie du diagnostic de la dyspepsie, et les symptômes qui peuvent être une dyspepsie, même chez ces patients qui ont une œsophagie. Dans la deuxième case, les principaux médicaments qui peuvent donner cette dyspepsie secondaire, on voit les anti-inflammatoires, on voit de l'aspirine, le paracétamol, certaines familles d'antibiotiques. Donc c'est de la prescription courante. Et actuellement, on a même rajouté les inhibiteurs de la pompe à protons type oméprazole. Et là, c'est un peu inquiétant parce que ça fait partie de l'arsenal thérapeutique. Et ces IPP peuvent donner un syndrome dyspepsique à l'arrêt du traitement par un effet rebond. Donc, les maladies systémiques, c'est surtout les maladies fréquentes qu'on voit souvent. Et j'ai souligné le diabète tout simplement parce le diabète peut donner la gastroparésie. Et quand on est devant une gastroparésie, c'est très difficile de dire comment un patient a un syndrome dyspepsique ou une gastroparésie, mais là, c'est des patients qui relèveront d'une exploration particulière pour confirmer est-ce une dyspepsie ou une gastroparésie, en sachant que les problèmes de vidange gastrique font partie du syndrome dyspepsique. Alors, moi, j'ai souligné en rouge la différence d'âge. C'est très important. Pour les signes de la dyspepsie organique, j'aimerais juste que vous fassiez la distinction entre les patients de moins de 45-50 ans en fonction des pays et les patients de 45-50 ans. J'ai parlé de l'intervention, enfin du risque de... Pardon. Du risque donc, que ce soit une dyspepsie dans le cadre d'un cancer gastrique. On voit que c'est pratiquement 2%, mais ces 2%, on les voit souvent après 45 ans. Donc l'âge, le facteur âge pour cette dyspepsie organique est très important pour retenir le diagnostic. Le rôle de l'Helicobacter pylori. Donc ça, c'est aussi un rôle dans la dyspepsie qui est organique, puisque dans les différentes manifestations, dans les différentes pathologies digestives qu'on a vues qui peuvent être responsables d'une dyspepsie secondaire, le rôle de l'Helicobacter pylori est actuellement certain, que ce soit dans les adénocarcinomes gastriques, dans les lymphomes ou dans la maladie ulcéreuse. Et du coup, la causalité dans ce type de dyspepsie, elle est pratiquement de 75%. Et forcément, son éradication va entraîner une amélioration et un bénéfice de maintien à long terme.
La distinction, c'est que quand on parle d'une dyspepsie fonctionnelle, le rôle de l'Helicobacter pylori n'est pas aussi certain que ça. Il devient controversé, la causalité et le lien de cause à effet est discuté. Et bien sûr, son éradication a donné des résultats hétérogènes. La seule certitude, c'est quand on éradique l'Helicobacter pylori, peut-être qu'on n'améliore pas immédiatement nos patients qui ont une dyspepsie fonctionnelle, mais on est sûr qu'on va maintenir le bénéfice à long terme. Et donc, à chaque fois qu'on trouve l'Helicobacter pylori, il faut l'éradiquer, tout simplement parce que c'est un facteur de risque qui est actuellement démontré de cancer. Et donc, ne serait-ce que pour ce bénéfice à long terme, il faut éradiquer cet Helicobacter pylori. Donc, une fois qu'on a parlé de la dyspepsie organique qui représente le 1/3 des cas, la dyspepsie fonctionnelle, qui est actuellement, dont la définition a un peu été modifiée depuis 2016 en fonction des critères de Rome 4, qui dit qu'on définit par dyspepsie fonctionnelle un ensemble de signes qui sont présents, donc au moins un de ces signes, que ce soit la sensation de plénitude postprandiale, la satiété précoce, la douleur ou brûlure épigastrique. Ces signes impactent sur les activités quotidiennes, ils évoluent pendant les 3 derniers mois et le début des symptômes au moins 6 mois avant le diagnostic. Et bien sûr, en l'absence de lésions structurelles ou de causes métaboliques ou systémiques pouvant expliquer les symptômes. Donc ceci, je l'ai mis en vert. Donc comment? C'est facile, plus ou moins, déjà à l'étape interrogatoire pour les différents critères, mais ce qui pose vraiment un dilemme, cette absence de lésions structurelles, de causes métaboliques ou systémiques. C'est là notre démarche. C'est là l'intérêt de notre démarche pour pouvoir retenir le diagnostic de dyspepsie fonctionnelle. Alors, ces critères de Rome 4 nous ont permis de distinguer 2 grandes entités dans la dyspepsie fonctionnelle. C'est les patients qui ont ce qu'on appelle un syndrome de détresse postprandiale et le groupe qui présente un syndrome de douleur épigastrique il y a quelques petites différences. Pour le syndrome de détresse postprandiale, c'est le patient qui va venir vous voir pour surtout une plénitude postprandiale qui est gênante. Cette plénitude, elle survient après le repas et c'est un repas de volume normal. Ce n'est pas quelqu'un qui prend le repas copieux et il dit qu'il a une plénitude. Un repas de volume normal, parfois même dès qu'il commence à prendre donc son repas, il sent cette plénitude qui l'oblige à l'arrêter. Ceci survient au moins plusieurs fois par semaine, associé à une satiété précoce qui l'empêche de terminer son repas. Et là aussi, ça survient plusieurs fois par semaine. Ce qui est en faveur, c'est cet ballonnement épigastrique, les nausées, les éructations et parfois, il y a un syndrome douloureux associé. L'autre groupe de patients qui définissent le syndrome de douleur épigastrique, c'est des patients qui ont une douleur ou une brûlure, mais qui est localisée en épigastrique, qui survient au moins 1 fois par semaine, donc ce n'est pas tout le temps et après les repas, c'est une douleur qui est intermittente, qui n'est pas diffuse et donc qui n'a pas d'irradiation particulière, qui n'est pas soulagée par l'émission de gaz ou par la défécation, qui n'a pas les caractéristiques d'une douleur biliaire et c'est une douleur qui n'a pas l'aspect d'une brûlure rétrosternale ascendante, ce qui permet de la distinguer de la douleur du reflux. Et donc, elle est induite ou soulagée par les repas et elle peut survenir à jeun. Donc, cette relation avec le repas n'est pas donc aussi stricte que le patient qui a cette sensation de détresse. D'un côté, nous avons une douleur qui peut survenir même à jeun, donc c'est une douleur qui n'est pas en relation avec le repas. L'autre, c'est surtout des symptômes qui surviennent en postprandial. Ce n'est pas aussi facile puisqu'on a un certain nombre de patients qui présentent les 2 symptômes, donc un overlap, un chevauchement entre les 2. C'est pratiquement le 1/4 des patients qui ont une dyspepsie ont les 2. C'est pour ça que j'ai mis les petits plus ou moins en bas. Donc, il y a quand même un chevauchement entre les 2. L'autre pathologie avec laquelle il y a un chevauchement, c'est la communication de professeur Tari tout à l'heure. On a un grand nombre de patients qui présentent aussi bien une pathologie, un trouble fonctionnel intestinal, donc une atteinte fonctionnelle du bas appareil qui est associée à une atteinte fonctionnelle du haut appareil qui est la dyspepsie. Alors, pour la physiopathe, elle est multifactorielle. On ne va pas tout détailler.
on va parler des principaux facteurs physiopathologiques parce que ça a un impact aussi bien sur la compréhension de la symptomatologie de nos patients que sur les possibilités thérapeutiques qu'on pourra leur proposer. Forcément, la thérapeutique sera plus efficace si elle se base sur des anomalies physiopathologiques. Donc, dès le départ, on a pensé que le principal cause physiopathologique, c'était un trouble de la motricité. Et plus nos connaissances avançaient, plus de facteurs physiologiques apparaissaient, comme l'hypersensibilité viscérale, les interactions entre le système nerveux et l'intestin. Et récemment, c'est aussi le microbiote, l'inflammation et la génétique. Alors, pour les troubles de la motricité, ils sont essentiellement représentés par une anomalie de la relaxation phendique. Donc, cette partie haute de l'estomac qui normalement joue le rôle de réservoir et qui a cette capacité d'organe capacitant qui va recevoir un volume donné sans augmentation parallèle de sa pression, n'assure plus cette fonction. Et du coup, dès qu'il y a une alimentation, le patient ne va plus avoir cette relaxation de la partie phendique. Les aliments vont être poussés rapidement dans la partie antrale, qui là aussi a un trouble moteur à type d'hypomotricité antrale avec un pylore donc, qui est spasmé. Et tout ceci va donner cette sensation tout d'abord de satiété précoce, puisque le réservoir ne joue plus son rôle, et cette sensation de plénitude et de gêne qui va empêcher le patient et l'emmener à arrêter, à terminer précocement son repas. Il y a également un retard de vidange et même en interdigestive, il y a des anomalies motrices qui ont été retrouvées à type d'anomalie de la phase 3 du complexe moteur migrant. Et la phase 3 du complexe moteur migrant, c'est la phase la plus puissante en fait, donc qui permet de nettoyer l'estomac. Et là aussi, il y a des anomalies. L'autre facteur physiopathologique, c'est l'hypersensibilité viscérale. Et donc, c'est cette hypersensibilité qui va me donner cette sensation de douleur à chaque fois qu'il y a une distension, à chaque fois qu'il y a un contact avec l'acidité. Et là, ce n'est pas une hypersensibilité qui va toucher uniquement l'estomac. Il y a également des anomalies au niveau duodénal, à tel point qu'on s'est dit, est-ce que ce n'est pas le duodénum qui va expliquer plutôt la dyspepsie, puisque c'est une hypersensibilité duodénale à l'acidité, mais également aux lipides, ce qui fait qu'après un repas riche en lipides, les symptômes sont beaucoup plus accentués chez les patients. Et c'est cette hypersensibilité duodénale qui va entraîner une sécrétion d'un certain nombre de substances neuro-hormonales, dont la cholécystokinine, qui va avoir cet effet sur la relaxation de l'estomac, sur la motricité, sur la sécrétion. Donc on s'est posé cette question, est-ce que le facteur physiopathologique duodénal n'est pas un facteur qui a plus d'importance que les autres? Bien sûr, il n'y a pas que ça, et il y a cette dyspepsie fonctionnelle post-syndrome infectieux, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de patients qui déclarent sa dyspepsie après un épisode de gastro-entérite. Et on a dit, est-ce qu'il n'y a pas de lien? Effectivement, l'inflammation qui est créée par un tableau de gastro-entérite peut être entretenue chez des patients qui ont cette prédisposition génétique à avoir toutes ces perturbations. Et les études ont montré que le syndrome dyspepsique chez les patients qui ont en post-infectieux, il est volontiers plus symptomatique en termes de satiété précoce. Donc les colonnes en noir sont les colonnes qui présentent les symptômes des patients qui ont une dyspepsie après une gastro-entérite. Après un épisode infectieux, on voit que les symptômes sont beaucoup plus parlants, sont beaucoup plus intenses que chez les patients chez qui on n'a pas pu découvrir est-ce qu'il y a un syndrome infectieux avant l'installation du syndrome dyspepsique. L'intervention de l'axe cerveau-intestin est là aussi primordiale comme dans toute la pathologie fonctionnelle du tube digestif, puisqu'il y a cette hyperalgésie gastro-duodénale avec une diminution de seuil de perception, avec une augmentation des flux et des signaux nociceptifs, et plusieurs facteurs sont incriminés, dont également le microbiote récemment, dans cette modulation entre le système nerveux central et le système entérique. Les troubles psychologiques, différents troubles associés à la dyspepsie ont été étudiés. L'anxiété est retrouvée aussi bien dans
la dyspepsie, dans les deux types de dyspepsie fonctionnelle, elle est souvent associée au syndrome de l'intestin irritable. Ces signes psychologiques sont souvent retrouvés volontiers chez les sujets jeunes, plus que le sujet âgé. La dépression, le trouble du sommeil, mais on se demande qui précède quoi. Donc c'est l'histoire de l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est le syndrome dyspepsique qui rend ces patients anxieux et dépressifs, ou alors forcément il y a les deux, et l'une agit sur l'autre, vu essentiellement ces connexions et l'action du stress au niveau de l'interprétation des messages qui viennent du tube digestif au niveau cérébral. Alors, tous ces facteurs physiopathologiques nous permettent d'expliquer nos symptômes, puisque le retard de vidange gastrique va nous permettre de comprendre pourquoi ce patient a cette sensation de plénitude. L'hypersensibilité va nous dire que la douleur, expliquer pourquoi il a la douleur, etc., etc. Le plus important, c'est que les moyens thérapeutiques vont agir sur ces différents sites physiopathologiques, et nous, dans notre arsenal, il faut savoir choisir que prescrire chez quel patient en fonction du symptôme prédominant. Donc, quand on a quelqu'un qui a plutôt la sensation de plénitude qui le dérange, on va donner des facteurs pour accélérer la vidange. Je pense aux prokinétiques, je pense aux médicaments qui agissent sur la motricité. Quand j'ai quelqu'un qui a plutôt cette douleur épigastrique et je pense à cette hypersensibilité, et quand j'interroge, je ne trouve pas cette hypersensibilité après le repas copieux, je trouve plutôt une hypersensibilité à jeun, la place des inhibiteurs de la pompe à protons pour réduire l'acidité est plus importante. Quand quelqu'un a une hypersensibilité aux lipides, c'est les règles hygiéno-diététiques. C'est vrai que tout cet arsenal thérapeutique, on va l'utiliser de façon associée, mais il faut savoir étiqueter correctement le symptôme prédominant chez mon patient. Et là, c'est juste une liste pour voir qu'on dispose d'un arsenal qui agit sur pratiquement les différents sites. Réellement, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, la démarche diagnostique, la première étape de la démarche diagnostique consiste à éliminer une cause organique, puisque la dyspepsie fonctionnelle est un diagnostic d'élimination. Donc, notre anamnèse est primordiale. C'est elle qui va rechercher l'historique des symptômes, la modalité d'installation, donc tous les signes fonctionnels. Elle va étayer les différents traitements. Elle va rechercher la prise médicamenteuse. Elle recherchera la caractéristique. Est-ce que c'est une douleur de type ulcéreuse ? Les antécédents de maladies ulcéreuses, les antécédents personnels et familiaux de cancer digestif. Donc ça, c'est très important, c'est notre anamnèse. Notre anamnèse va surtout rechercher les signes de gravité. Donc un âge entre 45 et 50 ans. Et là, cette 45-50 ans, ça dépend des pays, en fonction de la prévalence de la maladie cancéreuse, en fonction du risque et de la prévalence aussi de l'infection à Helicobacter pylori. On va rechercher l'hémorragie digestive extériorisée ou non, l'anorexie, l'amaigrissement, la dysphagie, l'existence de vomissements récurrents peut être un signe d'alarme. Notre examen clinique est par définition très pauvre, mais il doit éliminer justement ces signes d'alarme. Un ictère, une masse, une anémie, une adénopathie doit nous faire rechercher une cause organique. Alors la biologie, l'intérêt, il est mal évalué et il n'y a pas de consensus. Les différentes sociétés savantes s'accordent à dire, comme pour toutes les pathologies fonctionnelles, une numération formule sanguine, une VS ou une CRP et une glycémie, vu l'association gastroparésie avec le diabète, mais il n'y a pas de consensus. D'autres examens peuvent être demandés, notamment une échographie, un scanner ou une IRM, mais là, pour un tableau de dyspepsie typique, ça n'a pas de place initialement, c'est en cas de doute diagnostique et en cas de signes qui persistent et qui sont invalidants, de même que les autres explorations qui peuvent nous étudier la vidange gastrique comme la scintigraphie, qui peuvent aussi nous demander donc rechercher cette douleur par des tests de remplissage gastrique, mais ce ne sont pas des tests de première intention, c'est vraiment des explorations à consacrer à certains groupes de patients particuliers. La principale question, est-ce que je demande une endoscopie ou pas? Donc ça, c'est vraiment la question qu'on se pose devant ce patient, ce type ou ce profil de patient que j'ai présenté au début. Donc l'endoscopie, elle peut être proposée en première intention chez des patients particuliers. Donc c'est chez ces patients-là qu'on voit pour la première fois, qui n'a jamais été exploré, chez qui je pense à une dyspepsie. J'ai éliminé
les causes organiques plus ou moins, et le patient a plus de 50 ans, je trouve des signes d'alarme et où j'ai des antécédents familiaux ou personnels de néoplasie digestive. Là, je fais une endoscopie, et même si mon endoscopie est normale, je fais une biopsie à la recherche de l'Helicobacter pylori. Chez les autres, que je vois pour la première fois et qui ont moins de 45 ou 50 ans, qui n'ont aucun signe d'alarme et qui n'ont pas d'antécédents. Donc j'insiste sur le fait que là, j'ai dit et ou, donc plus de 50 ans et ou signe d'alarme et ou antécédents, mais là, il a moins de 45 ans, il n'a pas de signe d'alarme et il n'a pas d'antécédents. J'ai le choix entre deux attitudes, soit une prise en charge après recherche de façon non invasive d'Helicobacter pylori, soit traité par les IPP sans rechercher l'Helicobacter pylori. Donc les deux attitudes rentrent dans ce qu'on appelle une prise en charge probabiliste avec traitement empirique. Comment choisir ? Pour mon patient qui a moins de 50 ans, qui n'a pas de signe d'alarme et qui n'a pas d'antécédents particuliers, je vais réfléchir en fonction de l'endroit où je me trouve et de la prévalence de l'Helicobacter pylori dans mon pays ou de l'endroit où je consulte. Si je suis dans une zone de faible prévalence d'Helicobacter pylori, je suis en droit de prescrire des IPP chez mon patient. Par contre, si je suis dans une zone où la prévalence de l'infection par Helicobacter pylori est supérieur à 15%, je dois le rechercher par un test non invasif et à ce moment-là, traiter si c'est positif, associer une éradication si le test est négatif. Voilà. Quels moyens non invasifs rechercher en fonction des études de sensibilité et spécificité, c'est le test respiratoire et l'antigène fécal. Alors la sérologie, vous voyez qu'elle a une bonne spécificité et une sensibilité, mais la sérologie, elle recherche des anticorps, et chez des patients qui ont déjà pris un traitement, ils peuvent garder une trace sérologique sans qu'ils soient porteurs réellement de l'infection à Helicobacter pylori. Donc préconiser soit un test respiratoire, soit la recherche de l'antigène fécal comme test non invasif. Alors, dans l'autre groupe, maintenant, on a les patients chez qui on a une dyspepsie fonctionnelle, qui ont déjà fait une fibroscopie avec biopsie. Ce groupe-là, c'est soit que vous avez fait initialement, donc ils font partie de ceux qui ont des signes d'alarme, qui ont l'âge ou qui ont l'antécédent. Soit que vous avez préconisé notre démarche dont on vient de parler, et pourtant ils ne se sont pas améliorés. Et donc, ces patients-là, ils ont une persistance des symptômes ou une efficacité que le patient et vous-même vous jugez insuffisant. Dans ce cas, il faut savoir rassurer le patient qu'il n'y a pas de la bénignité en fait de ces symptômes. Les régimes, il n'y a pas de régime standard, et il n'y a pas de consensus sur ce qu'il faut proposer, mais on diminue souvent les aliments gras puisque ça retarde la vidange, puisqu'il y a cette hypersensibilité duodénale. On conseille de fait de diminuer les épices, et il y a un petit mot pour ce qu'on appelle les piments, parce qu'ils ont un effet physiopathologique, donc je n'ai pas le temps de détailler tout ça. Les aliments acides, il faut agir sur la taille des repas. Et bien sûr, en cas d'échec, pour le traitement et la persistance des symptômes, en cas d'inefficacité de notre IPP, on peut augmenter les doses. Alors bien sûr, nous avons d'autres alternatives thérapeutiques qu'on prescrit en association. Là aussi, puisque j'ai dépassé le temps, je passe rapidement. Et je termine par cet arbre décisionnel, donc je vais laisser la communication pour que vous puissiez donc l'utiliser, qui va essentiellement faire la part. Quand on est devant un syndrome dyspeptique, on va d'abord voir notre patient, l'âge de début des symptômes et l'existence ou pas de signes d'alarme. Ça va nous permettre de voir l'indication initiale de la fibro ou alors une prise en charge empirique. Et là, il y a les différentes situations qui sont détaillées sur cet arbre décisionnel. Donc, pour conclure, je dirais que c'est une pathologie qui est souvent bénigne, mais qui est coûteuse et fréquente, qui est parfois difficile à caractériser, d'où la difficulté d'une démarche diagnostique et même thérapeutique chez ce patient. Et donc, il faut surtout adopter la fameuse attitude d'écouter, d'expliquer et de rassurer les patients, même si ce n'est pas très efficace pour les soulager. Et je vous remercie pour votre attention. On
On vous remercie infiniment pour cette présentation, Dr Boubaha, professeur à l'université Mohamed V de Marrakech. Et tous les membres du bureau du forum vous remercient infiniment et vous remet ce trophée qui restera dans votre maison comme un souvenir de votre participation parmi nous. Et